Je vous souhaite la bienvenue et en votre nom, je remercie le professeur Bizri qui a accepté d'animer cette conférence et professeur Moulay Ismail pour l'Alami pour avoir accepté de modérer cette manifestation scientifique. Et je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour, effectivement, nous sommes ravis que vous soyez relativement nombreux cet après-midi, parce que vous savez que le propre d'un étudiant est d'être curieux, de vouloir apprendre, de vouloir étendre ses connaissances grâce à des experts. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un expert, donc le professeur Bizri, qui est donc chef de service d'endocrinologie à l'hôpital militaire à Marrakech, et qui est un de nos précieux enseignants, et qui va, je pense aujourd'hui, eh bien, vous ouvrir l'esprit sur la gestion d'un ennemi de santé publique, qui est le diabète. Le diabète a une incidence qui ne cesse de croître dans le monde, avec à peu près 10% de la population mondiale est diabétique, 10%, que dans une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ce sera 12-15%, et que la progression du diabète est beaucoup plus grande dans les pays en voie de développement que dans les pays développés. Et donc, il est très important que nous soyons tous, bien sûr, alertés et que nous soyons tous des bons coachs de gestion du diabète dans des périodes très particulières comme celle du Ramadan. Donc, j'ai vraiment un énorme plaisir et l'honneur de demander au professeur Bizri de nous éclairer et surtout veillez à éteindre vos téléphones et à ouvrir vos oreilles, vos yeux, de manière à poser des questions au professeur Bizri après son exposé. Vous êtes là pour questionner. Vous êtes là. Il n'est pas dur de poser des questions, il est dur de trouver des réponses et de challenger notre conférencier aujourd'hui. Merci. Alors, à mon tour, je vous remercie le professeur Chabara de m'avoir invité et sollicité pour animer cette première conférence. Tout l'honneur est pour moi. Donc, les grandes lignes ont été dites par le professeur Chabara et M. le doyen. C'est un sujet qui concerne tout le monde. L'entourage, le pharmacien d'officine, le médecin, l'infirmier, le diététicien. C'est un problème de santé publique, on va voir après. Et puis, une situation particulière, c'est celle de la période du Ramadan, au cours de laquelle, que ce soit le patient ou le professionnel de la santé, ont des soucis pour plus ou moins maintenir un bon cap par rapport sur le plan glycémique. Alors, concernant ce topo, il va s'articuler sur un certain nombre de points. On va commencer d'abord par un petit questionnaire sur Medicimentaire. Donc, je vous invite à préparer vos connexions. Allez sur medci.com, après je vais vous donner le code. Les étudiants de deuxième année qui ont l'habitude, parce que j'ai déjà fait ça avec eux au cours d'un cours. Il y aura une introduction. Je passerai rapidement sur les notions de base, les différents types de diabète, l'état des lieux, Ramadan en islam, physiologie pendant le jeûne, avant d'attaquer le vif du sujet, qui est essentiellement le challenge au cours du Ramadan. Surtout les risques encourus par les diabétiques pendant le jeûne, comment faire en pratique. Je terminerai également par 3 cas cliniques avant de conclure. Alors, je vous invite d'aller sur medci.com.
Alors vous allez taper le code 3317. 3317, vous voyez le code au haut. Ah, vous avez déjà 3317, 77, 37. Alors la première question, on est quel jour du mois de Ramadan? Pour voir est-ce que vous êtes à jour par rapport au calendrier. Alors si vous ne faites pas de réponse qui n'ont pas de rapport avec la question. Je devrais avoir des chiffres, non pas de prénom. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Donc en fait, on est au 16e jour. Non pas au 15e et non pas au 17e. C'est ça, Alors la deuxième question, s'il vous plaît, un peu de silence. Quel est votre plat préféré au moment de la rupture du jeûne? Vous pouvez mettre 1, 2 plats, 3. Il n'y a pas de souci. Allez. Alors régalez-vous. De l'eau, ben, c'est bien. Donc on voit que le choix est très varié. Malheureusement, nos patrons diabétiques n'ont pas ce choix. On va voir. Alors la question suivante, est-ce que vous êtes diabétique ou vous avez un diabétique dans votre entourage? Ça c'est une question très importante. Quel que soit un parent, une connaissance, n'importe quel. Donc les réponses sont claires a priori. Donc la majorité des étudiants ont soit des parents diabétiques ou quelqu'un de diabétique dans l'entourage. Donc pratiquement 70% contre 30%. Alors quelle est la prévalence du diabète au Maroc? Est-ce que vous avez une idée sur la prévalence, la fréquence? Parmi 100 personnes, il y a combien de... Parmi 100 diabétiques, il y a combien a priori de diabétiques? Ok. Je vois les chiffres. Parfois qui font peur. 60%. Donc on va voir après. Quelles sont les situations pour lesquelles un musulman peut ne pas jeûner? Oui. Maladie, voyage. Oui. Alors, il y a une réponse qui m'a interpellé, c'est sans choix. Elle est où là? Ah, c'est ton choix personnel. Est-ce qu'un diabétique peut jeûner sans risque? Alors j'ai pratiquement 60% de non, 27% oui, et 12% je ne sais pas. Pardon? Alors quels sont les risques encourus par un diabétique en cas de jeûne? Encore une réponse. La mort. Et il y a mangé.
C'est-à-dire la rupture du jeûne, c'est ça? Alors, quel est le pourcentage des diabétiques qui jeûnent indépendamment de la décision du médecin traitant parmi l'ensemble des patients? D'après vous? Entre 5 et 20%, entre 30 et 60%, ou bien entre 80 et 90%. Et on va pouvoir répondre à cette question également. Et puis, est-ce qu'il existe des recommandations médico-religieuses pour la gestion du diabète pendant Ramadan? Vous savez pourquoi il y a un aspect religieux dans la prise en charge, dans la prise de décision. Est-ce qu'il existe des recommandations dans ce sens? Allez-y. Donc c'est bon pour ce petit questionnaire. On va passer à la présentation. Alors, en fait, comme vous le savez, le diabète est un problème majeur de santé publique pour plusieurs raisons. D'abord, sa prévalence, on va voir quelle est la prévalence du diabète dans le monde, mais également au Maroc. Par son caractère chronique, le coût, les complications, l'aspect psychologique, c'est-à-dire la qualité de vie. De l'autre côté, il y a également Ramadan qui est un véritable défi aussi bien pour les diabétiques que pour les professionnels de santé. Malheureusement, les avis médicaux parfois sont différents, voire même parfois opposés. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, on a des recommandations dans ce sens pour nous aider et aider aussi bien les professionnels de santé que les patients pour une meilleure décision. Bien évidemment, les patients diabétiques qui jeûnent sans avis médical s'exposent à des complications graves qu'on va voir après, d'où la nécessité d'une feuille de route basée sur des recommandations internationales ou bien même nationales. Alors, juste rapidement, je vais passer rapidement sur les différents types de diabète. Comme vous savez, grosso modo, il y a deux principaux types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, on le retrouve pratiquement dans 10% des cas. Ça touche beaucoup plus les enfants, les adolescents, les jeunes adultes. Et puis, il est dû à une destruction des cellules bêta par un processus autocriminal. Alors que le diabète de type 2, qui est le plus fréquent, ça représente pratiquement 90% de l'ensemble des diabètes, touche principalement les sujets de plus de 40-45 ans avec un syndrome métabolique. Et le mécanisme physiopathologique, on l'a vu il y a une semaine, je crois, avec la deuxième année en CENIO, c'est l'association d'une insulino-résistance et d'une insulinopénie qui est d'abord relative et qui devient plus ou moins absolue au fil des années. Il y a d'autres types de diabète, le diabète gestationnel, le diabète secondaire, les diabètes monogéniques, donc c'est pas le moment d'en parler, mais c'est juste pour avoir une idée sur les différents types de diabète. Alors j'arrive à l'état des lieux. L'état des lieux, ça fait vraiment peur. Pourquoi? Parce que malheureusement la prévalence, ça a été annoncé par M. le doyen, la prévalence du diabète augmente dans le monde entier, ça touche tout le monde. Et comme vous voyez, en 2019, il y avait à peu près 460 millions, et en 2045, il y aura 700 millions de diabétiques dans le monde. Et le Maroc n'est pas épargné par cette pandémie, puisque, comme vous le voyez, le Maroc il appartient à la région MENA, et vous voyez qu'entre 2019 et 2045, la prévalence va augmenter de pratiquement 100%. Donc on passera de 108 millions à on passera de 55 millions à 108 millions en 2045. Donc c'est des chiffres qui sont alarmants, qui font peur. Selon la Fédération internationale du diabète, pratiquement il y a un diabète sur 10, un adulte plutôt sur 10 qui est diabétique, un adulte diabétique sur 2
est non diagnostiqué, et c'est la même situation au Maroc. Et puis, le diabète a causé plus de 6 millions de décès dernièrement. Alors, le Maroc, comme je l'ai dit, n'est pas épargné par ce problème majeur de santé publique, puisque vous voyez la progression de la prévalence de cette maladie. En 2006, on était à pratiquement 6,6. En 2017, à 10,6. Et puis, les projections en 2035, c'est aux alentours de 14%. Et en 2045, ça va atteindre plus ou moins 20% de diabétiques au Maroc. Alors, la population musulmane est également en croissance. Et la majorité des musulmans sont concentrés dans cette région, la région MENA et la région de l'Asie-Pacifique, puisque ça représente pratiquement 80% de l'ensemble des musulmans dans le monde, et ça représente le 1/4 de la population mondiale, ce qui représente 2 milliards de musulmans dans le monde. Ceci dit, c'est le fait de parler du Ramadan, plus ou moins, ça a un sens, parce que un sujet disons, sur 4 au monde est musulman. Alors l'arsenal thérapeutique, après pour les étudiants en pharmacie, vous allez être confrontés à cette problématique. Heureusement et malheureusement, on dispose actuellement d'un arsenal thérapeutique très riche. Alors il y a une vingtaine d'années, on avait la metformine, l'insuline et les sulfamides. Et depuis 15-20 ans, l'arsenal thérapeutique s'est enrichi par d'autres familles. Et quand on veut faire des associations, ça donne ça. Cette toile d'araignée n'est pas aléatoire. Ces associations existent. C'est-à-dire qu'on peut faire des associations entre les différentes familles médicamenteuses dans le cadre du diabète. Alors, heureusement qu'on dispose de guidelines et de recommandations, que ce soit de recommandations américaines, de recommandations européennes, de recommandations locales, françaises, suisses, et dernièrement, on a eu notre propre protocole thérapeutique du diabète qui a été publié en 2020. Alors, il y a un défi qui est également très important, sur lequel je vais insister, c'est l'état de contrôle de nos diabétiques à travers le monde. Malheureusement, même comme vous le voyez, même dans les pays les plus développés, on n'arrive pas à atteindre la cible souhaitée en termes d'hémoglobine glyquée, qui est généralement une hémoglobine glyquée inférieure à 7%. Donc, vous voyez que la plupart c'est au-dessus de 8%, et le Maroc n'est pas épargné par ce défi. Alors la prise en charge du diabète de type 2, malheureusement c'est une prise en charge qui est assez complexe et compliquée, parce qu'il n'y a pas que... D'ailleurs, on a même le paradigme, il y a pratiquement depuis une dizaine d'années, on a changé notre paradigme et notre vision des choses. À un certain moment, on était plus ou moins on s'intéressait beaucoup plus à l'état d'équilibre en tenant compte de l'hémoglobine glyquée, c'est-à-dire un chiffre. Alors que la prise en charge du diabète, c'est une prise en charge globale. Il n'y a pas qu'un chiffre. Il y a le patient lui-même, il y a le contexte socio-économique, il y a la qualité de vie, il y a sur le plan professionnel, il y a énormément de choses qu'il faut prendre en compte plutôt, pour une meilleure prise en charge de nos patients diabétiques. Vous voyez, ça c'est pas des notions, c'est pas exhaustif comme défi. Il y en a d'autres, mais en pratique on fait ça. Il faut essayer de mieux traiter nos patients en prenant en compte ces challenges. Alors, Ramadan en islam, je vais passer rapidement. Comme vous le savez, c'est l'un des piliers de l'islam. Ça a été dit dans le Coran, à travers les hadiths. Dans le Coran, il y a une sourate al-Baqarah. Donc, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il y a également un hadith qui parle de siyam comme l'un des piliers de l'islam. Alors, mais il y a des dérogations. Juste après la première ayah qui parle de Siyam, il y a la ayah qui suit qui parle de la dérogation. Donc,
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Donc il y a l'obligation et juste après il y a la dérogation. Malheureusement, nos patients diabétiques, ils ne voient que l'obligation, ils oublient la dérogation. Donc les situations de dérogation, vous les connaissez, c'est le voyage, c'est les menstruations, c'est la femme enceinte, c'est la femme allaitante, mais il y a également le patient malade qui est censé rendre son jeûne ou bien ne pas jeûner carrément. Alors sur le plan physiologique, qu'est-ce qui se passe pendant le jeûne? Alors chez un sujet sain, suite à une crise alimentaire, il y aura bien évidemment une augmentation de la glycémie qui va aller stimuler la sécrétion d'insuline et inhiber la sécrétion du glucagon, mais également inhiber la sécrétion des catécholamines, notamment l'adrénaline. Et puis, il y aura une phase d'absorption qui va durer entre 4 et 6 heures. Et après, il y aura une stimulation de l'absorption hépatique du glucose et la synthèse du glycogène à partir de ce glucose. Alors, dans la situation du jeûne, chez un sujet sain, qu'est-ce qui va se passer? Juste après, dès que la glycémie va atteindre 0,65, voire même 0,70, il y aura une stimulation de la sécrétion de l'adrénaline, une stimulation de la sécrétion du glucagon et une inhibition de la sécrétion d'insuline. Alors ce mécanisme de contre-régulation hormonale va inciter le foie et le muscle à libérer le glucose à travers une glycogénolyse et éventuellement, si le jeûne se prolonge, ça va inciter le tissu un petit peu à faire une lipolyse pour la libération des acides gras qui vont être utilisés comme substrat énergétique. Alors chez le diabétique, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça puisque tous les mécanismes sont défaillants. Il y a la sécrétion d'adrénaline et la sécrétion également de glucagon qui est défaillante. Il y a également l'insulino-résistance qui va plus ou moins retarder ce changement métabolique qui va utiliser les acides gras et donner naissance à des corps-cétoniques. Et tout ça va augmenter le risque de cétogénèse chez les diabétiques de type 1 en premier et également chez les diabétiques de type 2 qui sont en insulino-carence absolue. Alors le métabolisme, il y a également en plus de l'aspect ou bien le retentissement sur les glycémies, on peut avoir au cours du ramadan d'autres modifications, notamment sur les horaires et la teneur des repas, l'apport en liquide et le rythme circadien qui vont avoir un impact sur la sécrétion, sur un certain nombre de sécrétions hormonales, notamment l'inversion de la sécrétion du cortisol, la diminution de la lipolectine, l'augmentation de l'électine, qui vont entraîner une diminution de la sensibilité à l'insuline. Et il y aura également une modification du microbiote intestinal. Alors le challenge pendant le ramadan, en fait, quand on reçoit un patient en consultation qui est diabétique, chez qui on va plus ou moins parler de la possibilité de jeûner ou non, c'est un challenge aussi bien pour le patient que pour le professionnel de santé, puisque chacun a son point de vue. Alors le point de vue du patient, c'est il se pose la question pourquoi le patient diabétique insiste à jeûner malgré les risques. Alors pour le patient, c'est un marqueur d'identification culturelle et spirituelle. C'est un sentiment d'appartenance à un groupe et ne pas se sentir différent des autres. Et puis le diabète, pour lui, n'est pas une maladie assez grave pour ne pas faire le ramadan. Alors le point de vue du professionnel de santé est totalement différent, tout en sachant que le patient diabétique est par définition un patient à haut risque, quel que soit son âge, quel que soit le type de diabète. Le patient diabétique est susceptible d'avoir d'autres comorbidités, généralement
surtout dans le cadre du diabète de type 2, c'est généralement des patients qui sont obèses, des patients qui sont également hypertendus, qui ont un syndrome d'apnée du sommeil, qui ont d'autres comorbidités. Donc il n'y a pas que le diabète qui est plus ou moins qui est mis en jeu. Et puis le jeu du patient diabétique sans éducation thérapeutique préalable peut être très dangereux. On va voir quels sont les risques auxquels le patient peut être exposé au cours d'un jeu. Il y a également un autre challenge. Malheureusement, le Maroc a subi une transition nutritionnelle, mais dans le mauvais sens. Alors pour ceux qui sont nés dans les années 60 ou 70, la table pendant Ramadan c'était ça, et puis dans les années 2000 c'est devenu ça. Donc on a rajouté plus ou moins les pizzas, les briques et d'autres aliments. Et actuellement la tendance c'est le recours à des buffets. Depuis pratiquement 5 ou 4 ans, c'est le retour au buffet. C'est un apport alimentaire énorme, un apport hypercalorique avec une mauvaise qualité de ces aliments. Il y a beaucoup de friture, il y a beaucoup de gras, il y a beaucoup de sel. Donc c'est pas anodin comme alimentation. Alors quels sont maintenant les risques qui sont encourus par les diabétiques en cas de jeûne? Alors, dans ce sens, il y a eu énormément de travaux pour voir ou aller regarder plutôt quelles sont les principales complications auxquelles le patient diabétique peut être exposé pendant le jeûne. Il y a l'étude EPIDIA qui a été publiée en 2004 et qui avait démontré que le risque de l'hypoglycémie sévère était multiplié par 7,5 chez le diabétique de type 2 et par 4,7 chez le diabétique de type 1. Il y a également un risque d'hospitalisation pour hypoglycémie sévère qui a été multiplié par 5 chez les diabétiques de type 2 pendant le ramadan, en dehors du ramadan. Et puis l'hyperglycémie majeure avec ou sans acidocétose, son risque a été multiplié par 3 pendant le ramadan. Donc il y a eu d'autres études qui ont démontré pratiquement la même chose, puisque même les patients qui n'avaient pas le droit de jeûner, ils ont jeûné. Vous voyez qu'à travers cette étude, pratiquement plus de 80%, ils ont jeûné suite à une décision personnelle sans se concerter avec leur médecin traitant. Alors, en plus du risque majeur d'hypoglycémie et d'hyperglycémie, éventuellement de décompensation acidocétosique, le patient diabétique peut être exposé à une déshydratation, surtout dans les pays à climat chaud. Quand on est en plein été, on a la période du jeûne est prolongée, elle n'est pas généralement 18 heures, et puis l'hyperglycémie en elle-même va entraîner une diurèse osmotique et qui va plus ou moins aggraver ces déshydratations. Et cette déshydratation peut être responsable d'une hypotension artérielle, de syncope, d'hémoconcentration et exposer les patients diabétiques pendant le ramadan à la thrombose et à des AVC. Alors, est-ce qu'il y a des bénéfices ou bien des effets bénéfiques pour les diabétiques? Il y a eu plein de méta-analyses, donc c'est une analyse d'un certain nombre d'études bien fondées, et malheureusement les données ou bien les résultats qui sont discordants. Pour certains c'est bénéfique sur le plan métabolique, pour d'autres il n'en est pas. Donc généralement chez les patients diabétiques il faut faire très attention. Alors j'arrive à la partie pratique. Alors comment faire en pratique? Généralement on se base sur des règles, notamment ces règles qui ont été proposées par cette équipe qui a publié ce papier en 2015. C'est la règle des 5 R qu'il faut respecter. Alors le premier R, c'est respecter l'attitude du patient et ses croyances dans un cadre d'empathie. Le deuxième R, c'est faire une stratification du risque. Le troisième R, c'est la rémission du traitement, le réajustement thérapeutique. Le quatrième R, c'est la régularité du suivi. Et le cinquième R, c'est la réévaluation de la stratégie, que ce soit au cours du ramadan ou bien juste après. Alors, bien évidemment, le premier R, ça passe à travers une consultation avant, ça passe à travers une discussion interactive
l'histoire du diabète, le type, l'ancienneté, le terrain, en insistant sur l'âge, la comorbidité, la description des expériences antérieures. Est-ce que le patient a déjà jeûné le ramadan de l'année dernière ou bien au cours de l'année? L'observance vis-à-vis des mesures hygiéno-diététiques et l'autosurveillance glycémique, et également parler des convictions, des croyances du patient. Alors, il y a quelques éléments sur lesquels on peut plus ou moins insister. C'est des éléments de négociation, en passant par l'exploration de l'importance du jeûne pour le patient et sa gestion préalable des jeûnes antérieurs, exprimer clairement le risque encouru durant le jeûne et après, reconnaître le conflit interne vécu par le patient, et puis discuter le devoir aussi de préserver la vie et la santé, et se référer éventuellement à une autorité théologique musulmane. Alors, quand on est devant un patient diabétique qui veut jeûner, qui ne veut pas jeûner, ou un simple patient diabétique avant Ramadan, on se retrouve devant 4 profils de patients. Alors, il y a le premier profil, ceux qui n'observent pas le jeûne. Donc, généralement, c'est des patients multicompliqués, sous un schéma parfois très complexe d'insuline-thérapie, avec plusieurs comorbidités. Avec ce profil de patient, il n'y a pas de souci parce qu'ils ont l'habitude, ils ont rompu le jeûne depuis plusieurs années, donc il n'y a pas de souci. Le deuxième profil, ce sont ceux qui font le jeûne avec l'aval du médecin, et ça c'est bien. Ils viennent chez le médecin, ils consultent. Donc il y a une consultation 6 à 8 semaines avant Ramadan. Le patient se met d'accord avec son médecin sur le jeûne, et puis il y a les précautions à prendre qui sont plus ou moins en fait. Il y a ceux qui veulent explicitement faire le jeûne malgré le risque, donc ceux qui plus ou moins qui s'entêtent à jeûner malgré le risque. Et puis le profil le plus grave, ce sont le dernier profil, ce sont ceux qui disent ne pas faire le jeûne, mais le font en réalité. Et ça, c'est grave parce que derrière, pour le praticien de santé, le patient ne va pas jeûner et il n'y aura pas de réajustement thérapeutique, il n'y aura pas de précaution à faire, il n'y aura pas d'éducation thérapeutique à faire. Et malgré ça, le patient, dès qu'il sort de chez le médecin, il va décider de jeûner avec un risque d'avoir des complications. Alors, le deuxième R dans cette prise en charge, c'est la stratification du risque des patients diabétiques. Et depuis 2021, il existe une alliance qu'on appelle l'Alliance du diabète et du ramadan qui publie régulièrement des recommandations concernant la prise en charge des patients diabétiques pendant ce mois sacré. Et en 2021, ils ont proposé une stratification de risque en tenant compte bien sûr d'un certain nombre de facteurs en rapport avec le diabète, l'ancienneté du diabète, l'équilibre, un certain nombre de facteurs concernant le patient lui-même, et puis un certain nombre de facteurs en rapport avec le mois de Ramadan, la durée, le climat, et ainsi de suite. Et puis, ils ont proposé ce score en tenant compte d'un certain nombre d'items. Il y a en principe 14 items, et pour chaque item, il y a un score. Et après, au terme d'une évaluation, on va calculer ce score, et ça va nous donner trois niveaux de risque. Le premier niveau, avec un score entre 0 et 3, c'est un risque faible. Le deuxième niveau, c'est un score entre 3,5 et 6, c'est un risque, ça correspond à un risque modéré. Et puis, le troisième niveau de risque, c'est un score qui est supérieur à 6 et qui correspond à un risque élevé. Alors, actuellement, les professionnels de santé disposent également d'une application qu'on peut télécharger sur nos smartphones, qu'on peut utiliser au cours de nos consultations pour évaluer ce risque. Et ça, c'est très intéressant de montrer, même sur votre smartphone, montrer le niveau de risque au patient pour qu'il soit conscient de sa pathologie et qu'on voit qu'il ne peut pas jeûner ou bien il peut jeûner avec un certain nombre de précautions. Alors, une fois le niveau de risque est établi, alors pour le premier niveau de risque, le jeûne est probablement sans danger, mais ça nécessite
une évaluation médicale, un ajustement des traitements, également une surveillance stricte. Il y a en plus de la recommandation médicale, il y a la recommandation religieuse, juste en face. Pour le niveau, il y a le niveau de risque modéré, la sécurité de jeûne est incertaine, mais toujours faire l'évaluation médicale, faire un réajustement des traitements et une surveillance stricte. Et pour le niveau de risque élevé, bien évidemment, le jeûne est probablement dangereux. Alors, sachez que j'ai fait, c'est-à-dire, comme je l'ai dit au début, ces recommandations, l'intérêt de ces recommandations, bien de ces guidelines de l'UTA, c'est qu'il y a la recommandation médicale et la recommandation religieuse. Ils se sont affairés au mufti de Azhar en Égypte pour plus ou moins approuver et valider ces recommandations pour que le patient soit plus ou moins serein par rapport à la décision prise par son médecin traitant. Alors après, il va falloir faire des autocontrôles glycémiques, généralement entre 6 et 7 contrôles glycémiques par jour si le patient désire jeûner. Donc, au repas du soir, le matin, vers midi ou 13h, au milieu de l'après-midi, avant le sport et 2 heures après, et puis à tout moment où le patient sent des symptômes d'hypoglycémie ou n'importe quel symptôme inhabituel, il doit faire une glycémie capillaire pour ne pas passer à côté d'une hypoglycémie. Après, il faut donner également des recommandations concernant l'alimentation et la consommation de boissons. Malheureusement, ceux qui n'observent pas le jeûne, c'est-à-dire les diabétiques, ils prennent les repas, plus ou moins le petit-déj, le déjeuner, ils participent au ftor, ils prennent un dîner. Donc malheureusement, ça donne un déséquilibre glycémique au cours du ramadan. Et puis, concernant les conseils diététiques pour les patients qui vont jeûner, il faut qu'il y ait une consommation assez abondante de boissons non caloriques. Bien évidemment, limiter les sucres à index glycémique élevé, comme les dattes, préférer les aliments riches en fibres, à base notamment des légumes et des fruits, diminuer le pain et les féculents et éviter les grignotages et limiter les jus et les boissons sucrées. Et là, pour les patients, on a également le DAR propose cette application qui est destinée aux patients pour les aider à mieux composer leur repas au cours du mois de Ramadan. Après, il y a également un autre aspect qu'il faut tenir en compte, c'est l'activité physique. Bien évidemment, chez un patient diabétique qui veut jeûner, il faut éviter les exercices physiques intenses, particulièrement quelques heures avant la rupture du jeûne. Et là, on voit que malheureusement, un certain nombre de patients qui n'ont pas l'habitude d'avoir une activité physique en dehors du Ramadan commencent à faire de l'activité physique pendant le Ramadan et avant la rupture du jeûne. Et ça, c'est très dangereux parce que ça risque de donner des hypoglycémies. On peut proposer également une activité physique 2 heures après le iftar. Et puis, il faut tenir en compte l'activité physique due à Tarawih. Parfois, c'est des patients qui font des hypoglycémies en pleine prière. Et ça, c'est grave. Parce que personne ne va aller les secourir parce que la majorité des musulmans sont en train de faire leur prière, ils sont plus ou moins sereins. Ils ne vont pas se soucier de celui qui va faire une hypoglycémie. Alors, le troisième, ça concerne le réajustement du traitement pour éviter pour minimiser les risques de complications. Donc là, je vais passer rapidement parce que généralement pour la metformine, on ne fait pas beaucoup de changements. Pour les sulfamides qui sont pourvoyeurs de hypoglycémie, on va soit réduire la dose, soit sauter une dose. Et puis pour les autres familles, généralement, on maintient la même dose sans souci. Alors que pour l'insuline, soit on change de schéma, soit on réduit la dose, ou bien on saute une injection en fonction du nombre de repas pris par le patient diabétique. Alors, une situation également très importante, ou bien une information à véhiculer à nos patients diabétiques, quand est-ce qu'il faut arrêter le jeûne? Pour les patients qui vont jeûner, bien évidemment, il y a 3 situations
quand la glycémie baisse et devient inférieure à 0,7 g par litre, quand la glycémie est supérieure à 3 g par litre, ou bien en cas de signe d'hypo ou d'hyperglycémie, ou bien en cas de pathologie intercurrente. Alors, le message qu'on fait passer généralement à nos patients, devant n'importe quel signe, quel que soit le signe, il faut prendre ça pour une hypoglycémie jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire rompre le jeûne, faire le resucrage et puis vérifier la glycémie même après un resucrage. Bien sûr, nos patients, à travers une éducation thérapeutique, doivent être capables de reconnaître les principaux signes d'hypo et d'hyperglycémie en fonction des cas. Bien sûr, il faut qu'il y ait un suivi régulier, une réévaluation juste après Ramadan pour voir le déroulement de ce jeûne pendant le mois de Ramadan. Donc là, on va passer à une partie assez... On va passer au cas clinique, à travers 3 cas cliniques. Alors, le premier cas concerne M. Ahmed, qui est âgé de 60 ans, retraité, sédentaire. Il est connu diabétique depuis 9 ans. Il est sous metformine 2 grammes par jour. Glycasie, c'est un sulfanide. Glargine, 20 unités par jour, c'est une insuline. Il a une rétinopathie diabétique minime avec néphropathie diabétique. Il ne fait pas d'hypoglycémie ni de DAC. Et puis, il fait des autocontrôles glycémiques de façon régulière. Sur le plan clinique, il est en bon état général, avec une tension normale, un IMC à 24 kg par mètre carré, une hémoglobine glyquée à 7,4%, un bilan hépatique et lipidique normal, et puis le CG et l'échocardio sans anomalie. Ce patient a une mauvaise expérience pendant le dernier Ramadan, puisque les jours étaient trop longs. Les journées étaient trop longues pour lui. Alors on va bien évidemment se poser la question, est-ce que ce patient peut jeûner ou ne pas jeûner? Et on va se référer à ce fameux score, bien à cette stratification de score proposée par le DAF. Et si on se réfère à ce score, on va avoir un score à 5. Alors d'après vous, c'est quel niveau de score? C'est quel niveau de risque plutôt? C'est un risque élevé, modéré, bas? Modéré. Oui, c'est ça. Donc pour vous, il va pouvoir jeûner, non? Oui. Alors s'il le désire, on peut l'autoriser à jeûner, mais à condition de faire un réajustement thérapeutique. Il faut qu'il sache qu'il doit faire au moins 7 glycémies capillaires par jour, se resucrer ou faire une glycémie capillaire au moindre signe aux symptômes inhabituels et bien sûr revenir à son médecin traitant en cas de souci. Alors le deuxième cas concerne Madame Fatima, c'est une patiente de 68 ans, femme au foyer, qui est connue diabétique depuis 20 ans. Elle est sous metformine 2 grammes par jour et en association avec du glycasie, c'est un sulfanide. Elle a une neuropathie périphérique. Il ne fait pas d'hypoglycémie, elle n'a jamais présenté d'hypoglycémie sévère. Par contre, il a fait une DAC il y a 8 mois. Sur le plan de sa surveillance, elle a une surveillance glycémique optimale. Il a une tension également subnormale, une hémoglobine glyquée à 7%, une fonction rénale normale et l'exploration cardiaque est sans anomalie. Et puis, elle a une bonne expérience au dernier Ramadan, puisque le jeûne n'a pas, la journée du jeûne ne durait pas plus de 14 heures. Alors pour vous, elle est de quel est son score? 16. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc effectivement, son score, il est de 2,5, c'est un score qui est bas. Donc cette patiente peut jeûner tranquillement, comme on dit, mais toujours sous surveillance avec des glycémies capillaires régulières et faire attention également aux hypoglycémies et à son alimentation. Alors le troisième cas concerne un patient de 60 ans de bas niveau socio-économique qui est sportif, diabétique depuis 22 ans. Il est également sous metformine, il est sous inhibiteur de la DPPK et également sous glyclosine.
Il a une fonction rénale avec un DFG à 50 ml par minute, donc légèrement basse. Il a eu un épisode d'hypoglycémie il y a 1 mois, mais pas de DAC. Il fait par contre des contrôles glycémiques de façon régulière. Il a une tension qui est normale, une hémoglobine glycée à 7,2%, et puis l'exploration cardiaque est normale. Alors, d'après ce patient, il peut jeûner le ramadan car il se sent à l'aise au cours de la journée, puisque la durée de la journée pendant le ramadan ne dépasse pas 15 heures. Alors, d'après vous, est-ce que ce patient peut jeûner ou non? Il est acceptable, dans 7.2, il est acceptable. Alors si on fait la stratification, on tombe sur un score à 7, donc c'est un risque qui est élevé, et du coup, il ne peut pas jeûner. Alors, je vais terminer ma présentation pour rappeler que le diabète de type 1 est un réel problème de santé publique, que ce soit par sa prévalence, par le mauvais contrôle, par ses complications, par son coût et également par son impact socio-psychologique et sur la qualité de vie. Heureusement qu'on dispose d'un arsenal thérapeutique très large qui nous permet de jouer avec les différentes familles et proposer le meilleur traitement à nos patients diabétiques. Depuis une dizaine d'années, le paradigme de prise en charge a changé puisque on est plus ou moins beaucoup plus centré sur le bénéfice cardiovasculaire et rénal. Le mois de Ramadan est un événement religieux qui pose énormément de problèmes pour les diabétiques de type 2 qui désirent jeûner et également pour les médecins, puisque le jeûne d'un diabétique peut exposer à des complications graves. On a vu que la principale complication c'est l'hypoglycémie et également l'hyperglycémie avec la cétocétose. Les médecins doivent suivre les recommandations disponibles, que ce soit la règle des 5 R ou bien les guidelines du DAR. Et puis, pour réussir le jeûne d'un diabétique de type 2, il faut une bonne éducation thérapeutique et également procéder à un réajustement thérapeutique. Et je vous remercie pour votre attention. Vous avez la chance, grâce au professeur Bezeli, d'avoir eu des informations très pratiques. Et en médecine, vous avez vu que le conseil est indispensable, car le patient qui est dans l'automédication, sous prétexte effectivement qu'il souhaite absolument faire le jeûne, eh bien en fait, il a deux fois tort. Un, il ne respecte pas les prescriptions du Coran. Deux, il ne respecte pas son médecin. Donc, la méprise, et il a tort, c'est la mort, d'accord? En clair. Donc en gros, vous êtes là pour éduquer, vous êtes là pour renseigner, accompagner, avec bien entendu des conseils et des formations qui sont optimales. Donc bon courage, merci encore pour ce baiser, merci. Bon courage pour le suite de vos informations de formation. L'équipe de professionnels de santé est une équipe pluridisciplinaire, est une équipe complémentaire. Alors, je ne sais pas, il y a des messages qui sont passés dans l'exposé de professeur Bezeli. Les 5 R commencent par quoi? Elles commencent par l'empathie. Il faut comprendre vos patients, lui dire que vous le comprenez, que vous ressentez sa crainte, etc. S'il n'y a pas ce sentiment d'empathie, soyez sûr que votre conseil ne sera pas pris au sérieux. Parmi les recommandations qu'a présentées le professeur Bezeli, c'est que la prise de décision, est-ce que le patient va jeûner ou non, c'est 2 mois avant. Mais malheureusement, quand on est au officine, quand on est dans le cabinet médical, quand on est dans le laboratoire, la ruée des patients diabétiques, on les voit 2 semaines après le mois de Ramadan, est vraiment malheureux. Et je dirais, excusez-moi ce terme, ce patient, il va se comporter tel un petit enfant qui va aller chercher la parole qu'il veut chez le médecin, chez le pharmacien, chez le biologiste.
C'est comme l'enfant. Hein? Une fois qu'il veut quelque chose, il va aller voir maman. Si papa lui dit non. Si maman et papa disent non, il va aller voir la grand-mère. Et justement, donc on vient au laboratoire, on vient à la pharmacie pour nous dire est-ce que je vais jeûner. Donc vous avez vu qu'il y a tout un stock qui est calculé, qui prend en compte tout un contexte clinico-biologique. Et c'est le message qu'il faut donner aux patients. Ce n'est pas aux pharmaciens dans son officine, ni au biologiste médical de dire aux patients est-ce qu'il va jeûner ou non. C'est aux médecins traitant. Et nous, notre rôle, c'est d'aider à la disposition, la bonne prise du médicament, éviter les effets secondaires, le conseil, dire quel est le risque, etc. Et donc, tous ces messages sont bien passés dans l'exposé de professeur Bizy. Donc, je vous remercie tous de votre présence, puisque sans votre... c'est vrai que le professeur Bizy, il a bien préparé sa présentation, mais la réussite revient aussi à votre présence. Pour honorer M. Bizy et pour marquer cette première manifestation faite par notre faculté, mais aussi pour honorer nos jeunes représentantes de la en les honorant, j'honore aussi toute la section. Pourquoi j'ai demandé à Aya et Zinouté de venir? Parce que ce sont les représentants de la section. Elles se chargent de passer les messages à leurs collègues, de faire des collectes, de rendre pas mal d'informations utiles pour l'amélioration de notre quotidien. Et donc, c'est pour ça que la petite maison symbolique qui va être présentée par le professeur Bizy se fera par nos jeunes collègues. Être pharmacien, ce n'est pas juste ouvrir une officine et vendre des médicaments, mais c'est aussi donner des conseils aux patients qui sont diabétiques. On ne peut pas dire que quelqu'un de diabétique vient et nous dit voilà, le médecin m'a proposé ces médicaments. Ces médicaments, donc, oui, est-ce que je les prends ou non? Donc, clairement, je dois les prendre. Et aussi, il faut être capable de donner des conseils. Même si c'est histoire de répéter ce que le médecin soignant nous a dit, il faut quand même le faire. Et s'assurer aussi des associations des médicaments. Donc, avoir un bagage important, c'est aussi savoir les associations qu'on devrait faire pour ne pas causer des complications. De venir pour prendre une photo.